Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, merci d'être présent à cette matinée. Donc, je me présente, Julien Monnier, je suis chargé d'enseignement à l'UFR Stade de Nice sur différents domaines qui vont de la physiologie pour les premières années jusqu'à des licences sur le vieillissement et l'accompagnement sur du bien vieillir grâce au sport et à l'activité physique. Donc, ce matin, on va parler d'entraînement, des bases d'entraînement, des choses d'assez simples, mais pour que vous puissiez comprendre que lors de l'accueil de personnes que vous allez pouvoir nous orienter, eh bien, on a une certaine méthodologie, une certaine approche, et qu'on ne fait pas entre guillemets n'importe quoi avec ces personnes, et qu'on est vraiment dans un objectif de progression et d'accompagnement. Donc on va commencer par partir d'un constat. On a une espérance de vie en France qui est relativement élevée, qui est plus élevée chez la femme que chez l'homme, mais on peut se questionner sur comment prévenir l'arrivée de certaines incapacités qui peuvent être dues à des maladies, qui peuvent être dues à des accidents, ou tout simplement à un vieillissement classique et une évolution de l'état de santé. Donc la première question, ça va être comment prévenir les incapacités, et la seconde, ça va être comment prévenir et comment participer grâce à un entraînement régulier à un mieux vieillir des personnes, à un meilleur accompagnement au fil de leur vie, qu'on ait un état pathologique ou un état non pathologique. D'accord ? Donc, si on continue d'avancer, l'une des meilleures préventions, comme on a pu vous l'indiquer, ça va être la pratique d'une activité physique qui est planifiée, qui est régulière, qui est adaptée et qui est surtout dans un but de plaisir. Donc l'idée, on va vraiment s'attarder aujourd'hui sur une pratique d'activité physique qui est planifiée, qui est contrôlée, qui est régulée. L'idée n'étant pas de faire n'importe quoi avec les personnes et de leur permettre de garder un état de santé qui soit déjà élevé au départ ou légèrement diminué, à la fois d'un point de vue psychologique, physique et physiologique. Donc, quel type de travail on va pouvoir proposer à ces personnes et quel type d'intervenants sont habilités à proposer ce genre de travail. Donc, dans un premier temps, si on parle d'entraînement, l'entraînement, ça va permettre de développer et de perfectionner les aptitudes suivantes. Est-ce que vous avez une idée du type d'aptitude que l'on va pouvoir faire évoluer grâce à l'entraînement ? Donc on va pouvoir faire travailler effectivement le cardio, le cœur, le déplacement, un certain nombre de capacités, de qualités. Donc nous, on a regroupé cet ensemble ici par une amélioration des aptitudes physiques, physiologiques, techniques, tactiques et psychologiques. Cet ensemble d'aptitudes, on va pouvoir les adapter à la fois chez une personne qui est en bonne santé, mais également chez une personne qui peut être pathologique. L'important étant d'adapter son analyse, d'adapter son approche et d'adapter sa manière de voir les choses. Dans un second temps, cet ensemble d'aptitudes va être dépendant de l'activité qu'on va choisir. Aujourd'hui, par les retours d'expérience qui sont prévus en fin de journée, tout au moins après les différentes interventions, vous allez voir qu'on a choisi des activités qui sont suffisamment accessibles, qui permettent au plus grand nombre de pouvoir y participer, et on a essayé de limiter les freins à cette adhésion. Donc si on part d'un point de vue théorique, l'entraînement, qu'est-ce que c'est ? C'est je récupère une personne à un niveau T0, sur un point A, et grâce à l'entraînement, je vais l'emmener à un niveau B, ou à un temps T1. L'idée étant de bien quantifier le T0, savoir quelles sont mes capacités au départ, et de voir et de pouvoir quantifier les améliorations au niveau T1. Si on continue d'avancer, pour rentrer, oui. Excusez-moi, ça ne vous embête pas de parler? Pas de souci, vous parlez pas assez fort? Pas de problème. Les composants de l'entraînement. Au niveau d'un point de vue théorique, on peut découper l'entraînement en 5 grands piliers qui ont été développés et étudiés par la communauté scientifique. Un premier pilier qui pourrait être le pilier de force, un deuxième de vitesse, un troisième d'aérobie ou d'endurance, un quatrième de coordination et un cinquième de souplesse. Donc ça veut dire qu'en tant qu'éducateur sportif, qu'entraîneur, que coach,
on a déjà dans notre caisse à outils 5 pistes à explorer pour améliorer la qualité de vie, améliorer les performances, optimiser les aptitudes des personnes. On a également des sous-catégories, c'est-à-dire que notre grande famille de forces peut se sous-catégoriser en force maximale, puissance, explosivité, force endurance. Donc on arrive à avoir 5 piliers de la préparation physique ou de l'entraînement qui vont se subdiviser et qui vont nous apporter autant de réponses que de sollicitations qu'on peut avoir en fonction du type de personne que l'on a. Au niveau de la vitesse, on va avoir une vitesse de réaction, de déplacement, de mouvement, d'agilité. Au niveau de l'endurance, on va trouver différentes qualités, que ce soit de puissance, de capacité ou de ce qu'on appelle l'endurance fondamentale. L'ensemble des sous-catégories, nous allons les détailler par la suite, très simplement pour que vous puissiez vous donner une image et une représentation de ce à quoi ça correspond. Au niveau de la coordination, ça va reprendre l'ensemble du contrôle moteur, qu'on va pouvoir également préciser. Et au niveau de la souplesse, on va avoir une souplesse qui est spécifique ou une souplesse qui est générale. Donc là, vous avez l'ensemble des informations qu'on va aborder par la suite. Je suis désolé pour les diapos qui ont un petit peu sauté d'un ordinateur à l'autre, la mise en page bouge un petit peu. Donc si on enchaîne, au niveau de la force, on va donc chercher à développer l'ensemble des qualités pour améliorer l'état de santé, l'état de vie, l'autonomie de la personne. Le rôle de l'entraînement, on va pouvoir réagir plus vite à un stimuli. Ça va être intéressant à tous les âges, qu'on soit plus jeune ou plus âgé. J'ai un stimuli, que ce soit franchir une marche d'escalier, voir un ballon qui arrive ou autre. L'intérêt, ça va être d'avoir une vitesse de réaction qui est suffisamment élevée pour pouvoir éviter une chute, pouvoir éviter un problème potentiel. On va chercher à pouvoir se déplacer plus longtemps. Et également, ça peut s'appliquer dans 2 cas de figure. Dans un cas plutôt sur la personne âgée, avec augmenter un périmètre de marche, permettre aux personnes de rester autonomes plus longtemps, mais également permettre à un sportif de haut niveau de pouvoir tenir son temps de 80 ou 90 minutes de jeu. Franchir des obstacles, améliorer son explosivité et sa puissance, et réaliser certaines habiletés techniques. Cet ensemble d'informations elles vont être améliorables, elles vont être perfectibles avec l'avancée en âge et avec l'entraînement. Qu'on soit jeune, qu'on soit sportif de haut niveau, qu'on soit un peu plus âgé, ou qu'on ait potentiellement des problèmes de santé. Donc on a vraiment un rôle à jouer dans l'accompagnement et surtout dans l'adaptation des contenus qu'on va proposer. Si on s'intéresse à tout ce qui touche à la force, au pilier force, donc c'est la faculté de vaincre des résistances extérieures ou de s'y opposer grâce à des efforts musculaires. Ça peut nous donner une première indication de ce que vont recouvrir les qualités de force. Si on rentre un peu plus dans le détail, je vous ai parlé de la force maximale. La force maximale, c'est la capacité à produire un effort maximal une seule fois. C'est ce que nous, on va appeler en entraînement le 1RM, une répétition maximale. Ce 1RM, il va être intéressant à tous les âges, qu'on soit sportif de haut niveau ou plus âgé. On va connaître notre niveau maximum et à partir de ce niveau-là, on va pouvoir établir une planification, savoir ce que la personne est en mesure de faire ou non. Et on va pouvoir également inclure des recommandations de santé, à savoir, d'accord, la personne, elle a tel âge, tel sexe, elle appartient à telle catégorie sociale, elle a un 1RM à tel niveau, mais son médecin ou le corps médical nous indiquait qu'on ne pouvait pas dépasser ce niveau-là. Ça nous permet de pondérer et d'affiner notre entraînement pour éviter, encore une fois, de mettre en place et de mettre en danger les personnes. Au niveau de la puissance, ça va être la capacité du système neuromusculaire à surmonter des résistances avec la plus grande vitesse de contraction possible. Donc ça va être la capacité de notre organisme à produire une contraction extrêmement forte en un temps très réduit. Okay. Au niveau de l'explosivité, c'est la capacité du système neuromusculaire à vaincre des résistances avec la plus grande vitesse de contraction possible. Donc là,
Par la suite, je vais vous placer quelques illustrations qu'on pourra commenter et vous reprendre ces définitions. Enfin, la force endurance, c'est la capacité du système neuromusculaire à maintenir un pourcentage élevé de la force maximale. Donc notre base, encore une fois, ça va être cette force maximale. Quelle force je suis capable de développer une seule fois pour qu'elle soit maximale. Si on prend des illustrations, la force max, ça représente par exemple ce type d'effort. C'est-à-dire que l'athlète s'est préparé à réaliser une performance à un moment T dans sa planification. Au niveau de la puissance, ça va être par exemple la capacité à produire en un temps très restreint un niveau de force très élevé. Donc ici, favorisé par une prise de volume au niveau musculaire, cette prise de volume qui est aussi en lien avec la création d'un certain nombre de myofibrilles, de sarcomères, etc. L'explosivité, ça va être vraiment produire de la force sur un temps relativement court et d'une manière explosive. Lorsque vous faites de la corde à sauter, vous avez une élévation de votre masse globale, elle peut être musculaire ou grasse, et ça arrive, vous allez réaliser donc une élévation en une fraction de seconde, vous allez être capable de déplacer l'ensemble de votre masse. Et enfin, la force endurance, vous allez être capable de produire un effort sur la durée. Donc là, par exemple, sur un match de rugby, vous voyez que je n'ai pas pris l'image du 15 de France parce qu'ils ont un peu de mal à être dans la force endurance. Par contre, les Irlandais sont assez bien arrivés ce week-end. Ok. Si on passe à la vitesse, donc on a vu la grande famille de la force, on passe sur la grande famille de la vitesse, c'est la faculté d'effectuer des actions motrices dans un laps de temps minimal. Comment je vais arriver à réagir face à différents stimuli qu'on a pu détailler juste avant. Je vais avoir une vitesse de réaction, je vais pouvoir la travailler, l'affiner. Donc c'est réagir à un stimulus externe dans un laps de temps minimum. Vitesse de réaction, j'ai potentiellement un obstacle à franchir ou un obstacle qui arrive vers moi. Comment je vais réagir? Est-ce que j'arrive à capter l'information et à apporter la réponse motrice qui est en lien et qui est adaptée? La vitesse de déplacement, la capacité de se déplacer d'un point A à un point B en un laps de temps minimum. On a pu voir tout à l'heure des tests comme le 6 minutes marche qui nous permettent de quantifier cette vitesse de déplacement. J'arrive à savoir est-ce que je me déplace relativement vite, relativement lentement et quels sont les risques que ça peut induire. La vitesse de mouvement, c'est la capacité à produire un mouvement en un laps de temps imparti. Encore une fois, si je dois franchir un obstacle, m'écarter parce qu'il y a une balle qui arrive sur moi ou un adversaire ou une marche d'escalier, ben, est-ce que j'ai la capacité d'analyser suffisamment vite la situation pour apporter la réponse la plus adaptée? Et enfin l'agilité qui, elle, va reprendre l'ensemble des changements de direction, mais qui va demander l'utilisation et la recherche d'autres qualités, comme la coordination, les réflexes, la souplesse, l'équilibre. L'agilité ne peut pas se travailler d'une manière isolée. Toujours pour illustrer une vitesse de réaction, donc là on va être sur un départ, on attend le top départ, si on part avant c'est faux départ, si on part après on arrive dernier. Donc il faut avoir la vitesse de réaction la plus juste au coup de pistolet. La vitesse de déplacement, donc ici c'est une illustration de Jules-Étienne Marais, qui a été le premier à essayer de faire un peu d'analyse du mouvement. Donc vous pouvez voir qu'il a pris un certain nombre de photos en un temps précis, ce qui nous permet de quantifier le déplacement. Depuis, on utilise des caméras numériques avec des vitesses ralenties, mais on est toujours sur cette base d'analyse et de compréhension de la vitesse de déplacement. La vitesse de mouvement, on est, par exemple, sur l'illustration suivante, sur arriver à produire une vitesse suffisamment élevée au niveau du bras pour que le javelot aille le plus loin possible. Cette vitesse, elle ne va pas être créée uniquement par le bras, elle va être créée par l'ensemble du déplacement qui a été pris avant, donc la vitesse de déplacement, plus derrière un déplacement de la force allant du membre inférieur vers le membre supérieur. Et enfin l'agilité, on est, comme on l'a dit, sur un changement rapide de direction, donc on voit un joueur qui arrive assez vite, à un signal ou à un plot, on lui demande de changer de direction. Donc forcément, ça va mettre de la contrainte sur l'ensemble de ces structures, qu'elles soient articulaires ou musculaires. On voit bien ici le pied qui peut avoir tendance à se déformer et
derrière une grosse contraction au niveau du membre inférieur pour réguler cette force qu'il faut canaliser. Ok. Donc là, on a fait quelque chose d'assez simple, la force, la vitesse. Si on passe sur l'aérobie, sur l'endurance, on a tous tendance à connaître ce terme par le phénomène de la course à pied, de la marche nordique. On a tendance à beaucoup dire qu'il faut faire de l'aérobie, il faut faire de l'endurance. Mais comment ça se fait? Est-ce que ça se fait simplement en allant marcher pendant des heures et en étant fatigué, en n'ayant pas forcément marché à la bonne allure, en pratiquant une activité qui ne nous permet peut-être pas de faire de l'endurance ou de l'aérobie? L'exemple que je vous ai pris, c'est ce qu'on appelle la maison endurance, qui est un peu plus compréhensible qu'une présentation un peu rébarbative. On va avoir la base de notre maison qui est l'endurance fondamentale. Cette endurance fondamentale, elle va être identifiable. Comment? Grâce à un essoufflement qui est léger, donc les personnes qu'on encadre, que ce soit en marche nordique, en marche tout court ou en course à pied, on va pouvoir quantifier leur niveau d'intensité d'activité grâce à l'essoufflement. Les personnes ont la possibilité de parler, et si on leur demande de quantifier leur effort, pour eux, il est assez facile, très accessible. Quel est l'intérêt de travailler au niveau de l'endurance fondamentale? On va développer le volume du cœur, on va augmenter la capillarisation, donc on a plus de sang qui va circuler dans l'ensemble de l'organisme, on a plus d'oxygène qui va aller vers les muscles, on va avoir un travail des fibres lentes, de type 1 principalement. Sur la capacité aérobie, on peut la considérer comme les murs de notre maison. C'est-à-dire qu'on va l'identifier par un essoufflement qui est marqué, donc les personnes ont déjà plus de mal à nous répondre, ont plus de mal à tenir une conversation, elles vont pouvoir échanger simplement quelques mots, elles vont être marquées au niveau du visage, et l'effort va devenir déjà un petit peu plus compliqué, ça va être un petit peu plus dur. L'intérêt, ça nous permet de faire un travail cardio à une intensité qui est quand même régulée et suffisamment accessible pour que les personnes n'aillent pas trop loin, mais soient quand même dans du travail cardio. Et on a principalement une utilisation encore des glucides par rapport aux lipides. Si on avance, on monte sur la charpente de notre maison, qui va être considérée par la puissance aérobie. Cette puissance, on a des personnes qui sont très essoufflées, qui sont très marquées, qui n'arrivent plus à communiquer avec nous, et quand on leur demande de quantifier leur effort, pour eux, il est extrêmement difficile. L'intérêt, on va faire travailler des fibres rapides, donc qui sont plutôt des fibres de type 2B ou 2X, et on arrive à observer une augmentation de la VO2 max. VO2 max qui est en lien effectivement avec ce qui est au-dessus, avec la VMA. Quel que soit le niveau de pratique, on peut arriver à travailler sur la VMA et donc sur la VO2 max. Et enfin, ce qui vient terminer le toit de notre maison, ça va être la VMA. Cette VMA, elle va correspondre à une extrapolation de la VO2 max en fonction du test que l'on fait passer. Et donc, c'est la plus haute vitesse que l'on peut atteindre. Et surtout, c'est la plus haute vitesse qu'on va pouvoir tenir, plus ou moins longtemps. Donc là, cette analyse par le prisme de la maison endurance est un peu plus accessible que simplement un cours sur l'endurance ou sur l'aérobie. Si on va un peu plus loin, créer la maison, comment ça se passe? Comment on crée cette maison? Comment on l'entretient? Dans un premier temps, on crée un projet avec la personne. Quel est l'objectif? Est-ce que c'est d'arriver à augmenter son périmètre de marche? Est-ce que c'est répondre positivement à une compétition? Donc faire une performance. On identifie également les possibilités de la personne. Est-ce que je peux être là 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 2 fois par jour? On prend tous ces éléments en compte. Et derrière, on construit. C'est-à-dire qu'on va commencer par construire les bases de cette maison, puis les murs, puis la charpente, puis on finit par les tuiles, entre guillemets, grâce à la VMA. Les principes de construction, on va construire des fondations jusqu'au toit et non pas du toit jusqu'aux fondations, sinon la maison va s'écrouler. On va essayer d'entretenir l'ensemble des parties, c'est-à-dire qu'on fait une planification qui nous permet de savoir où on en est, mais surtout qui nous permet d'ajuster. Si ma base est trop large par rapport à mes murs, il va falloir rééquilibrer, donc faire un travail un peu plus au niveau des murs, un peu plus au niveau de la charpente, etc. Ça nous permet d'avoir un suivi et c'est également accessible pour la personne, de comprendre ce que l'on fait et de vraiment intégrer la personne dans sa planification et dans l'atteinte de ses objectifs, qu'ils soient de santé ou de performance.
Sur la coordination, on va avoir la capacité de coordination. Donc ça représente la coordination générale qui est le résultat d'un développement. C'est-à-dire que l'on va développer l'ensemble de notre coordination, si l'on est plus ou moins stimulé pendant son enfance, son adolescence, par rapport aux différentes pratiques physiques que l'on peut avoir. Sur cette capacité de coordination va venir se greffer les habiletés, donc les habiletés techniques ou tactiques qui, elles, vont être la résultante d'un apprentissage. Donc on est d'accord que sans la capacité de coordination qui est le fait d'un développement, si je ne suis pas assez stimulé pour développer cette coordination générale de mon organisme, j'aurai plus de mal à bâtir dessus des habiletés, qu'elles soient techniques ou tactiques. Au niveau de la souplesse, on va avoir une souplesse qui va être dépendante de la masse musculaire. Cette souplesse, elle peut être caractérisée par une souplesse générale ou spécifique. La souplesse générale, c'est la mobilité des principaux systèmes articulaires. Donc là, c'est la souplesse du membre inférieur, pourquoi pas, ou du membre supérieur. Dans un second temps, une souplesse spécifique, on va partir sur un détail, la souplesse au niveau du coude, du genou, de la hanche, de la cheville, etc. Et la souplesse qui est dépendante du mode de travail. On peut avoir une souplesse active et une souplesse passive. La souplesse active, comme c'est indiqué, c'est l'amplitude maximale d'une articulation par la contraction des agonistes et l'étirement des muscles antagonistes. Donc les muscles qui vont être d'abord moteurs et les muscles qui vont être plutôt freins afin d'éviter toute blessure. Et également la souplesse passive, donc là c'est une souplesse que l'on a obtenue sous l'effet d'une force extérieure. Je suis arrivé à contracter ou tout au moins à fléchir l'ensemble de mon bras. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être accroché une poulie qui m'a fait fléchir mon bras. Donc vous voyez qu'avec cet ensemble d'outils qu'on a à notre disposition, on peut tout à fait accueillir des personnes, qu'elles soient sportives de haut niveau, enfants, adolescents, seniors, et leur faire atteindre des objectifs, ou tout au moins leur faire atteindre leurs objectifs. Ce n'est pas bloqué sur le sportif de haut niveau. Tout le monde a les moyens d'améliorer sa condition physique au service de sa santé ou au service de l'atteinte de son objectif. Qui sait faire ça rapidement? On a 3 types de personnes actuellement dans le milieu sportif français qui peuvent encadrer des personnes. On va avoir les kinésithérapeutes qui ont une prérogative d'encadrement par leur statut et qui a été validé par la sortie des différents décrets. On a les professionnels des APS. Ces professionnels, ils peuvent dépendre de différents ministères, tout simplement. L'enseignement supérieur, donc la fac, les STAPS, typiquement. Les diplômes du ministère des Sports, donc là, ça va être tout ce qu'on appelle les BPJEPS, d'accord, qui sont dépendants du ministère des Sports. Et derrière, les CQP, qui vont être dépendants souvent du milieu fédéral, mais il y a quelques formations dispensées par l'État. Enfin, il y a les bénévoles, parce que vous le savez, le monde du sport en France sans bénévoles ne pourrait pas exister. Donc les bénévoles peuvent encadrer, sous réserve d'avoir les formations qui sont dispensées par les fédérations. Elles peuvent encadrer des personnes, et également les professionnels des APS, ainsi que les kinésithérapeutes, vont pouvoir encadrer sous réserve d'une carte professionnelle à jour et des diplômes en conséquence pour pouvoir encadrer les personnes. Merci beaucoup.